Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, également de l'application, je le répète à chaque fois, mais je vais le refaire encore une fois, abonnez-vous à cette application, c'est là où vous trouverez le cœur de nos métiers, c'est-à-dire nos documentaires, nos productions, avec un documentaire exceptionnel sur une unité de dronistes sur le front de Koursk, et bientôt un documentaire très immersif dans la nouvelle Syrie, après le départ de Bachar el-Assad, ça c'est dans une semaine. Donc soyez à l'écoute, 2 documentaires exceptionnels actuellement sur l'application. Et puis pour ce qui est de notre chaîne YouTube, eh bien, vous ne cessez d'être plus nombreux. Là, on est à peu près à 360 000, donc on va atteindre les 400 bientôt, je pense. Je n'oublie pas également le magazine qui fait un carton aussi, mais qui est disponible toujours en kiosque, donc achetez-le. C'est aussi une manière de nous aider, une manière de contourner le fait que nous, à la différence de certains autres médias, nous ne touchons pas de subventions. C'est vous qui nous faites vivre, c'est vos abonnements. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer nos productions et continuer cette manière originale de traiter l'actualité qui est le prix parti d'Omerta. Voilà. Alors aujourd'hui, nouvelle édition du Grand Entretien. Je reçois un invité que vous connaissez déjà, représentant de Trump en France, des conservateurs en France, Nicolas Conquer. Nicolas, bonjour. Bonjour Régis. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de revenir. Alors, je sais que vous revenez de Washington. Vous avez assisté à toute la séance d'investiture de Donald Trump. Première question toute simple, racontez-nous comment vous avez vécu ça, comment c'était. Alors c'était un vrai temps fort. Ces investitures, elles ont un côté toujours exceptionnel. C'est important de le rappeler. Même aux États-Unis, où il y a assez peu de jours fériés, c'est un jour férié au niveau fédéral, une fois tous les 4 ans. Donc ça dit que tous les regards sont braqués là. Ceux qui font le déplacement à Washington des 4 coins des États-Unis, comme ceux qui vont pouvoir le suivre à distance. Et de fait, il y avait une vraie montée en puissance. J'arrive 2 jours avant et je vois que déjà la ville de Washington est un peu en ébullition. Il y a des préparatifs, des énormes affiches à bienvenue, Donald Trump de retour, le nouveau président. Il y a une atmosphère de fête. Et il y a aussi un côté complètement assumé, décomplexé. Je vois des gens qui portent des casquettes MAGA de partout. Ce n'était pas du tout la même chose en 2017. C'est ça, j'allais vous demander. C'était pas du tout la même chose. Il y avait quasiment personne dans les rues. 2016, il était carrément... Enfin, 2017, il était presque seul, Donald Trump. Il était seul, il y avait énormément de contre-manifestants à l'époque. Ouais. Et on voit ces scènes où on voyait des gens qui criaient à la lune parce que Donald Trump était fait président. Là, j'ai vu une dizaine de contre-manifestants, même si, c'est important de le remarquer, beaucoup d'hôtels, de commerces avaient barricadé, comme ils faisaient pendant les Black Lives Matter, ou comme on a pu voir durant des mouvements de manifestation ici. Les gens se préparent au pire, d'une certaine manière, et qui n'est pas produit. Le ciel, et pourquoi il n'y a pas eu de casse cette fois-ci? Mais parce que... Ça veut dire que l'opposition de Trump admet la victoire, admet sa victoire, ou comment ça se passe? En grande majorité, et même les élus, et donc on sent qu'il y a eu surtout des thèmes de campagne et des campagnes de diffamation qui ont été faites contre Donald Trump, et qu'au final, on le voit dans les prises d'opposition, qu'il n'y a pas eu ces excès, ce contrôle autoritaire, c'est tout sauf ça, et que les gens ont accepté ça. Alors je ne dis pas, il y a quand même eu des manifestations, alors que j'y étais, il y a une fameuse Women's March, la marche des femmes, qui au final est un peu instrumentalisée, c'est pour la lutte contre l'avortement, mais c'est un peu utilisé comme prétexte anti-trumpiste, mais là encore une fois de plus, ça n'a pas pris une ampleur considérable. Donc ce que ça dit, c'est que même mes amis qui étaient à Washington me disent, mais globalement, depuis 1 an, on sent qu'il y a un nouvel apaisement. On n'aurait jamais vu ça avant, on l'attendait, enfin c'était inattendu, mais que désormais la transition se fait de manière pacifique et qu'il y a une grosse effervescence.
Et ça s'est matérialisé notamment lors de l'investiture que dans toutes ces soirées qui sont traditionnelles, que sont les balles d'investiture tout au long de l'inauguration. Il y a des événements festifs qui sont d'ailleurs entièrement financés par des corporations privées. Ça ne coûte pas 1 euro, pas 1 dollar aux contribuables. Donald Trump a pu lever 170 millions de dollars auprès de différentes firmes. Ils ont bloqué au final les donations parce qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Mais donc ça vient financer l'ensemble de la cérémonie d'investiture que ces balles, notamment des donateurs du monde des crypto-monnaies, des GAFAM qui étaient présents aussi, et qui ont contribué à faire fédérer toutes ces personnes qui ont envie de jouer un rôle soit direct dans l'administration de Trump, soit dans la sphère économique ou métapolitique. Donc tous ces gens étaient présents à Washington en marge, et ça donnait voilà, cette ambiance très festive. Alors, vous qui avez suivi donc l'épopée de Donald Trump jusqu'à en être le représentant en France, ça a été complètement dingue, cette campagne électorale, ces tentatives d'assassinat, ces retournements de situation, Kamala Harris qui remplace Joe Biden qui est éclipsé par le propre Parti démocrate. Bref, on a suivi ça comme un feuilleton. Ce calme, cet apaisement, ce retour presque à des valeurs américaines qui étaient traditionnelles à une époque, l'époque de Ronald Reagan, ou de Jimmy Carter, même si c'était très polarisant, le nouveau président élu, tous les Américains se rangeaient derrière lui. Est-ce qu'on est en train de retrouver ces valeurs-là? Et est-ce que ça vous surprend que ce soit Donald Trump, finalement, ce bouillonnant milliardaire qu'on a peut-être un peu sous-estimé, qui soit capable de générer ce mouvement? Trump a d'entrée de jeu donné des gages à une unification du pays. Il admet qu'il y a eu des fractures et des divisions. Il ne cherche pas à amplifier ce mal-être et être le président donc, de tous les Américains. Ça passe notamment par des premiers actes qui peuvent vous paraître symboliques, mais qui ne le sont pas, qui sont la lutte contre tout ce qui est le wokisme et le DEI, la diversité, équité et inclusion, ça en fait, un poison qui vient diviser la société américaine, à créer du repli communautaire, des divisions, une culture victimaire qui n'est pas dans l'idéal et les valeurs américaines. Donc ça, c'est un premier point, mais au-delà de ça, ça montre aussi que l'incarnation de ce nouveau rêve américain dont il fait part, et il l'a répété à plusieurs reprises, l'aube de ce nouvel âge d'or américain vise à créer une unité au sein du pays et à se tourner vers un avenir plus radieux et à embarquer tout le monde dans son sillon. Donc le simple fait le plus révélateur, c'est que son niveau d'adhésion, dans les sondages de favorabilité, il est au niveau le plus haut qu'il n'ait jamais été, même durant son premier mandat. Donc certes, il commence un peu plus bas que ce qu'avait été Biden lorsqu'il est rentré au pouvoir, mais Biden a terminé son mandat vraiment dans les choux, alors que là, Donald Trump est à un niveau de favorabilité quasiment jamais atteint. Et il y a un grand optimisme par rapport au fait que Donald Trump est le président des promesses tenues, quelqu'un qui est dans l'action, et quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'attentisme ou dans l'immobilisme. Dès qu'il était investi, il avait à peine reposé le bras de sa prestation de serment qu'il était déjà en train de signer des décrets présidentiels. Et même, il ne l'a pas fait uniquement depuis le bureau ovale, il l'a fait là où nous étions, nous 25 000 militants, où il s'est installé à un bureau et signé ses décrets présidentiels. Donc ça montrait Vous avez assisté à cette cérémonie? Et bien sûr, j'étais donc la veille, il y avait ce quasiment dernier meeting de campagne qui s'appelait le Victory Rally. Ça avait lieu dans une arène qui est en fait un stade de hockey et de basket de Washington. Donc voilà, un grand show à l'américaine. Il y avait un concert de rock, il y avait différents intervenants et Donald Trump était là présent, mais c'était encore dans un style vraiment très militant, on va dire. Et le lendemain, on suivait à distance l'investiture et la prestation de serment depuis ce stade-là, du fait que ça a été délocalisé en raison du froid. Vague de froid, il faisait moins 15 degrés. C'était pas la première dans l'histoire, mais en tout cas, c'était assez singulier pour le noter que c'était pas depuis le National Mall, à savoir cette grande esplanade qui jouxte la Maison Blanche où a lieu la prestation de serment, mais c'était donc directement dans ce stade-là. Et effectivement, il y a eu beaucoup de malheureux qui avaient fait le déplacement et qui n'ont pas pu y assister, mais ils ont pris ça avec philosophie, certes déception, mais en tout cas à l'intérieur, l'ambiance était absolument survoltée, c'était magnifique. Et après les images qui ont été retransmises, Donald Trump s'est rendu, et là c'était une acclamation exceptionnelle, et le fait de signer ces décrets présidentiels en compagnie aussi donc des familles des otages américains qui sont retenus à Gaza, alors qu'un accord de cessez-le-feu vient d'être signé et qui sont présents sur scène, à l'image de ce qu'on avait pu voir lors du second mandat de Reagan, lorsqu'il y a des otages qui sont libérés. Il y a un calque. Il y a une espèce de calque qui est extrêmement puissant et qui fait une espèce de déjà-vu très symbolique. Et voilà, beaucoup de dignité d'ailleurs.
juste pour insister sur cet élément-là, c'est le conseiller spécial, l'envoyé spécial au Moyen-Orient qui ouvre cette journée qui est donc la journée inaugurale dans le meeting. Steve Witkoff. Steve Witkoff, qui déjà obtient des succès, mais vraiment d'une position très digne, pas triomphatrice, mais qui est vraiment de recueillement, de mémoire vis-à-vis des victimes et des familles des victimes. Et donc ça a ouvert cette cérémonie post-investiture qui était très exaltante et qui a montré également toutes les orientations et ce nouvel âge d'or et ce qu'il appelait Donald Trump, ce jour de libération auquel on est très attaché à ces valeurs de liberté. Avant de passer sur l'aspect et l'impact au niveau international de cette arrivée de Donald Trump, juste pour rester sur la cérémonie, moi j'ai assisté à celle d'investiture de Barack Obama dans le début de son premier mandat en 2009, janvier 2009. Il faisait aussi moins 17. Je me souviens d'avoir eu très froid, mais ça se passait à l'extérieur. Vous pensez que la vraie raison du fait de l'avoir rapatrié à l'intérieur, c'est pas plutôt des questions de sécurité, des questions de crainte d'un nouvel attentat ou des choses comme ça? Alors, il y avait déjà eu des précédents. Une investiture de Reagan avait déjà eu lieu en intérieur. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que l'ambiance à Washington a été hyper sécurisée. Je pense qu'il n'y avait pas un endroit sur Terre qui était plus sécurisé qu'à ce moment-là. Ouais. Il y avait différents points de contrôle, ils étaient hyper scrupuleux. Il y a différents échelons de sécurité, c'est-à-dire du TSA, de la police de Washington, des agents des Secret Service, et ils ne sont pas là pour discuter. Donc vraiment, tout le monde est passé au crible, au peigne fin. Ces enjeux sécuritaires, ils ont été pris en compte sans doute. Mais comme on disait tout à l'heure, par rapport aux éventuels risques de débordement et de menaces, il y avait les commerces qui étaient barricadés. Mais partout dans Washington, ils mettent ces palissades qu'ils installent, ces barrières un peu renforcées de dispositif, qui, on le regarde à la lueur après coup, on se dit est-ce que c'était pas du overkill? Est-ce qu'ils en ont pas trop fait? Mais en soi, on voit qu'ils prennent les choses très au sérieux par rapport aux menaces. Et si ça devait être pris en compte, et en tout cas, on se célèbre. Et d'ailleurs, c'était le cas de tout le monde, qu'il n'y ait pas eu le moindre débordement, incident, atteinte à qui que ce soit. Parce que ça se faisait quand même dans un contexte chargé. On le rappelle, 2 tentatives d'assassinat déclarées pendant la campagne. Et voilà, d'autres risques assez importants qui pèsent sur les États-Unis, les intérêts. Alors, c'est aussi quand on se souvient de la façon dont était perçu Trump avant l'élection, pas revenir sur la manière dont le service public a traité Donald Trump avec des documentaires incluant le fascisme à l'américaine, etc. Enfin bref, toute l'emphase habituelle. Mais on avait promis, et certains journalistes, vous savez, ce que disait Coluche, les milieux autorisés, prédisaient un chaos, prédisaient que Trump amènerait le chaos. Or, ce qu'on constate, c'est que non seulement il n'y a pas de chaos, mais il y a plutôt même des adversaires qui ont tendance à saluer justement ces velléités de faire, voilà, de mettre l'Amérique, d'ouvrir une nouvelle ère, en fait. Absolument, et c'est assez unanime. Alors, vous attendiez à ce que ce soit comme ça, vraiment? Vous pensiez que je pensais qu'il allait quand même avoir une espèce de réhabilitation et que Donald Trump, dès son style, dès qu'il a été élu le 5 novembre, on voyait que c'était net et retentissant. Et que, ça, il l'avait promis. Il y avait déjà, en avance de phase, des prises de position, notamment de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos, qui laissaient entendre qu'il y aurait une certaine forme de normalisation de Trump, voire même... Jeff Bezos d'abord, et ensuite Jeff Bezos, par rapport, qui est le propriétaire du Washington Post, même qui avait avant pas l'élection, en avance du vote, à la suite de la tentative d'assassinat aussi, ça a créé un lien fusionnel avec l'ensemble des Américains, que vous aimiez ou que vous détestiez Donald Trump. Les gens disaient, quand il se relève avec le poing levé, c'est l'image la plus badass que j'ai jamais vue. Même Poutine a dit qu'il était courageux. C'est-à-dire que voilà, face à la mort, on voit que c'est pas du personnage, que c'est le vrai caractère qu'il a. C'est pas Hollywood. Tout à fait. Donc ça suitait. Ouais, je le cache pas, je suis quand même assez surpris et qu'ils aient fait le choix d'être présents. Donc des Mark Zuckerberg, les grands puissants de ce monde de la Silicon Valley. Certains vont dire qu'ils viennent baiser l'anneau, mais je pense qu'ils ont aussi également envie de capter aussi ce mouvement qui est en train d'impulser Donald Trump, notamment avec Elon Musk. Et donc, c'est un avenir radieux qui s'ouvre sur les États-Unis, auquel la France et l'Europe ont la possibilité de se raccrocher. Est-ce qu'on veut saisir ce mouvement d'innovation et ambitieux des États-Unis, ou est-ce qu'on veut juste tomber dans la régulation et lutter contre
contre ce mouvement qui est impulsé par les Américains. Alors, on l'a vu, Bernard Arnault, qui était l'un des rares Français présents, invités. Rappelons que LVMH a pas mal d'intérêt aux États-Unis et a beaucoup de sociétés là-bas aussi, mais qui a fait ce discours surprenant, expliquant que, en gros, la France était un peu prisonnière d'une sorte par rapport à ce qu'il avait vu aux États-Unis, à cette espèce de volonté d'input, comme on dira, de faire bouger les choses, et qu'en France, on n'arrivait pas à faire bouger les choses. C'est vrai quand même que notre système, avec la dissolution, avec le gouvernement Bayrou qui tient à un fil, Emmanuel Macron qui est un président dévalorisé, on va dire, ou dévalué, on va encore attendre 2 ans. Mais pourquoi, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi les Américains changent de président. Paf, ils ont quand même des règles aussi, il y a des règles constitutionnelles, il y a la loi, il y a des choses que Trump ne peut pas faire, mais on a l'impression que le président, l'exécutif américain, lui, a cette capacité de puiser au fond du pays et de le mettre sur des rails nouvelles. Est-ce que c'est vraiment une particularité américaine, ça ? D'abord, je vais reprendre, faire mien les propos de Bernard Arnault quand il dit qu'on sent qu'il y a un grand optimisme aux États-Unis qui se traduit par une fait que Donald Trump a été élu de manière retentissante, ce qui contraste allègrement ou tragiquement avec la situation dans laquelle est plongé notre pays, avec une instabilité gouvernementale, une 5e République qui est un peu à bout de souffle et un président Macron qui peine à maintenir sa stature de président. Donc tout ça crée un immobilisme et une fragilité institutionnelle du pays et qui vient mettre en doute aussi tous les entrepreneurs, les investisseurs, les capitaux étrangers qui doutent un petit peu de notre capacité à se relever. Alors que là, on l'a vu, aux États-Unis, il y a un plus fort momentum. Des capitaux étrangers massifs. Donald Trump a fait venir 600 milliards de dollars depuis l'Arabie Saoudite et ça continue d'affluer. Donc c'est sa capacité à montrer qu'il sera ouvert au business et qu'il ne voit pas ça d'un mauvais œil. Donc c'est vraiment cette dynamique dans laquelle il faut qu'on arrive aussi à susciter et à se réconcilier en fait, avec la capacité à entreprendre, à investir et favoriser aussi des échanges avec des pays étrangers. Donc je peux comprendre en fait ce sentiment d'amertume quand on passe un peu de ce côté très dynamique, très entrepreneurial américain versus revenir dans cette situation française où on va encore appliquer des nouvelles taxes aux grandes entreprises et aux petites, mais dont on souffre et dont on crève littéralement. L'entrepreneuriat français est dans une posture très très compliquée et qu'on devrait davantage s'inspirer de ce modèle plutôt libéral, couper la réglementation, favoriser des incentives pour les entrepreneurs et les différents investisseurs, que ça aille même jusqu'à de grands groupes industriels de luxe qui sont quand même une manière de faire rayonner la culture française au-delà de nos frontières. Est-ce que vous ne croyez pas, quand on vous écoute comme ça, qu'il y a donc ce mouvement impulsé par les États-Unis, mais qu'au-delà de ça, et on va venir sur les questions géopolitiques et la nouvelle donne géopolitique, justement impulsée par Donald Trump, mais qu'un monde est en train de s'écrouler, que finalement, on va dire le double maléfique de Donald Trump, Elon Musk, lui est en train, par exemple, d'enfoncer coin après coin dans l'édifice de l'Union européenne, et cet édifice de l'Union européenne, de l'OTAN, on va dire, associé à l'administration Biden, que tout ça est en train de vaciller sur des certitudes qui existaient et qui aujourd'hui, grâce ou avec ou à cause de l'arrivée de Trump, sont en train d'être mises en cause fondamentalement. Je pense justement qu'il y a une différence radicale de nature et de degré par rapport au premier mandat de Donald Trump. Son élection en 2016 n'a peut-être pas eu le retentissement espéré au-delà des frontières, notamment en Europe. Il y avait déjà eu le mouvement du Brexit, mais qui précédait l'arrivée de Donald Trump. On le voit en 2017, en France, il n'y a pas cet effet cause à effet immédiat. Je pense qu'au contraire, désormais, avec ce deuxième mandat, on le voit, en fait, on a vu un premier mandat de Donald Trump avec une stabilité internationale, pas de nouveaux conflits, une certaine forme de prospérité. Bon, certes, il y a un Covid qui est passé par là. On a vu un deuxième mandat de Biden sur lequel c'était
qui correspondait à des intérêts mondialistes et qui a montré aussi des dérives d'une société gangrénée par le wokisme et du virus mental de idéologiser, de l'environnementaliste à tout va. Et avec maintenant ce revirement, ça montre que ça aussi, ça peut avoir des échos en Europe. Et je pense qu'au contraire, d'habitude, des mouvements qui prendraient d'habitude sur le long terme, ce qui vient des États-Unis, d'habitude, ça prend 5-10 ans à se propager. Là, il y a un courant qui est ascendant et très rapide. Et on le voit, ça va se manifester d'une part en Allemagne dans maintenant 3 semaines. Le vote a lieu le 23 février et je pense qu'avec le soutien apporté à Musk, à l'AfD, donc un parti plutôt d'équivalent de droite nationale allemande, est déjà très favorable, sera celui qui sera poussé avec une majorité, du moins c'est ce qu'on souhaite, identique à ce qui va se passer en Angleterre. Et potentiellement, on peut sans doute espérer que le soutien de Musk viendra propulser la droite nationale dans une coalition forte au pouvoir en France. Donc je pense qu'il y a... Mais avec des conséquences, Alice Weidel a dit, si elle devient chancelière, on quitte l'Europe. On quitte l'Union européenne. Ça, oui, il y a donc des déclarations. l'Allemagne quitte l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Enfin, oui, c'est ça. Voilà, si on prend Meloni, si on prend Orban, si on prend en fait tout ça, est en voie de dislocation. Et c'est quand même, on va dire, la sphère idéologique liée à Donald Trump et Elon Musk qui a le vent en poupe et qui fait que les pays, un par un, reprennent leur souveraineté nationale. Oui, je pense que ça a redonné un véritable espoir de pouvoir avoir des leaders qui croient en la volonté des peuples, qui donnent la primeur la primauté aux intérêts de leurs citoyens plutôt qu'à des intérêts un peu mondialistes. Et que désormais, en Allemagne, au UK, on a envie de suivre l'exemple impulsé en Europe par Giorgia Meloni. Et il serait temps que la France s'inspire aussi de ça dans un mode de coalition large. Il est véritablement crucial qu'on s'inspire des succès électoraux et de la manière dont Donald Trump a fait campagne sur comment est-ce qu'on remporte des élections. Et il faut 50 plus une voix, bon, même s'il y a le collège électoral aux États-Unis, mais ce que ça dit en France, c'est qu'il faut qu'on travaille sur une coalition plus large. C'est des choses que je théorise et que je développe dans mon livre pour qu'on arrive à s'inspirer véritablement de votre livre qui sort quand ? Et qui va sortir au printemps prochain. Peut-être de manière un peu synchrone avec une prochaine éventuelle dissolution et des élections législatives anticipées, mais qui nous fasse comprendre à quel point il faut qu'on arrive à s'unir sur ce qui nous rassemble plutôt que sur se diviser sur ce qui nous sépare aux marges. Alors, il y a quand même, dernière question, dans les souhaits de Donald Trump, des choses qui ont été émis, des propos qui ont été émis par le président, le nouveau président, pendant sa campagne électorale, une sorte de petite musique, on va dire, impérialiste, l'histoire du Groenland, le changement du nom du golfe du Mexique, le canal de Panama, le Canada, 52e État. Mais pour ce qui est de la question du Groenland, à force d'en parler, finalement, les intéressés, les Inuits, qui composent 80% de la population de l'île, commençaient à se dire ça peut peut-être nous intéresser. On n'est pas hostile à des rapprochements économiques avec les États-Unis. On voudrait se libérer de la tutelle du Canada. Et puis nous, on propose d'envoyer des troupes. On imagine quand même assez mal des GIs faisant face à des militaires français sur la calotte glaciaire, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense qu'avant tout, il est important de redéfinir... Je cite, c'est Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Encore une fois, des belles déclarations en plateau. Je pense qu'il est important de rappeler si les États-Unis ont vocation à être un empire ou une nation. Moi, je suis partisan du fait que les États-Unis ont vocation à être une nation forte et une première puissance mondiale qui a besoin de sécuriser ses intérêts stratégiques. Ça colle d'ailleurs dans la doctrine Monroe, qui a plus de 2 siècles, qui vise à conforter les intérêts stratégiques des États-Unis en maintenant une sphère d'influence. Donc, ils ne sont pas en train d'aller convoiter des ressources pétrolières dans le Moyen-Orient ou d'avancer leurs pions en Europe. Non, mais le lithium au Groenland, peut-être ? Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. Truman, dans les années 40, avait déjà fait une proposition de 100 millions de dollars pour le Groenland. Il faut aussi reconnaître que les États-Unis ont pu faire des acquisitions. On le sait à nos dépens. Ils ont racheté la Louisiane à vil prix. Ils ont racheté l'Alaska. Ils ont racheté l'Alaska à la Russie pour un prix vraiment très modique. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est à vendre, et si c'est pas à vendre, quelles sont les déjà une base à Tulé aussi au Groenland. Oui, au Groenland. Donc c'est quand même important de savoir qu'il y a des véritables des intérêts stratégiques, notamment dans une logique de bloc qui sont en train de se fonder avec les États-Unis, la Russie, la Chine et peut-être l'Europe au milieu, et qu'il est important d'avoir davantage de réalisme dans les relations internationales.
et ça nous fait sortir du monde des bisounours. Donc je pense que ça nous rappelle aussi, nous, Européens, d'ailleurs, à travers des positions volontaristes Mm. que Donald Trump nous fait part. D'abord, il fallait tenir l'engagement d'avoir 2% de notre budget alloué à la défense et au financement de l'OTAN. Désormais, il en appelle à 5%. Mm. C'est pas juste pour faire tourner l'appareil et le complexe militaire industriel américain, au contraire. Mm. C'est justement pour qu'on soit en mesure d'assurer notre propre défense. Donc, encore une fois, c'est intéressant de voir la position des Groenlandais qui, eux, verraient pas d'un mauvais œil de pouvoir Oui. être attachés aux États-Unis, à ce que nous, on est en mesure de faire une contre-proposition au niveau européen, voilà, plutôt que d'envoyer des troupes. Voyons comment on peut les séduire et les raccrocher. Ils ont été quand même assez mal considérés par le gouvernement danois. Donc, Oui. c'est une approche. Mais encore une fois, ça fait bouger les lignes. Je ne pense pas qu'on soit dans un néoconservatisme dans lequel moi je ne me suis jamais reconnu. Je n'ai jamais voté pour Bush. Je ne suis pas du tout dans cette logique néoconservatrice. Bien sûr. Donald Trump maintient cette logique de non-interventionnisme, mais on est dans une doctrine Monroe sur stéroïdes sur lesquelles il faut arriver à conforter les intérêts et ne pas se faire léser les intérêts américains au détriment de puissances étrangères. Le canal de Panama, qui a été construit par des Américains, a été relégué au Panama par Carter. Et désormais, c'est les Chinois qui en tirent un grand bénéfice au détriment des intérêts américains. Donc, Donald Trump veut réaffirmer les intérêts des Américains sur ces points stratégiques. Et effectivement, le 51e État du Canada, ça fait sourire. Il y avait une petite discussion avec Trudeau, qui d'ailleurs également n'était pas forcément le meilleur ami de Donald Trump, même s'il s'est précipité à Mar-a-Lago pour éviter qu'il puisse y avoir des tarifs douaniers. Mais bon, ça lui a quand même coûté son siège parce qu'il est désormais Premier ministre démissionnaire. Oui, et puis même quand il était encore Premier ministre, je crois Elon Musk l'appelait Monsieur le Gouverneur. Bien sûr, oui, mais voilà, c'est dans des petites taquineries Bien sûr. Et c'est de bonne guerre. Alors, juste dernière, je voulais vous faire réagir par rapport à ça. Vous dites, en effet, c'est pas la doctrine néoconservatrice, c'est la doctrine Monroe du précaré, en fait. Quelqu'un a fait un dessin, je ne sais plus, je crois que c'était dans le Canard enchaîné, où on voit en fond d'écran, au fond du dessin, le décor de Yalta, des accords de Yalta. Il y a Trump, Poutine et Xi qui sont assis. Trump dit, moi je prends le Groenland. Poutine dit, moi je prends l'Ukraine. Et Xi dit, moi je prends Taïwan. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de voir? Parce que vous dites, j'aime les États-Unis comme une nation forte, mais on est quand même dans un monde multipolaire qui est en train de se redessiner. Et est-ce qu'on ne va pas finalement vers plus des affrontements économiques? Je crois que c'est plutôt ce que recherche Trump avec... Pour dire, voilà, nous, on est toujours dans le game, on va dire, on est toujours présent. La dédollarisation, Trump l'a bien caractérisé comme une fragilité. Et que, voilà, est-ce que finalement, on n'est pas dans le retour des empires? On le voit, cette logique de bloc, elle est plus qu'en train de se dessiner. Et le Groenland, notamment, c'est plus un épiphénomène. Derrière, il y a d'autres ressources sur le pôle Nord qui vont être convoitées. Il y a les routes. Des routes commerciales, vous avez tout à fait raison. Donc ça montre bien qu'il faut qu'on sorte de cet angélisme et de cette naïveté et qu'on retrouve un réalisme dans les relations internationales. Et dans ce dessin, il n'y a pas l'Europe. Hein. Il n'y a pas l'Europe, mais ça va être nous de jouer un rôle. Je pense qu'effectivement, c'est volontairement caricatural. Mais sur l'Ukraine, ça ne va pas être tranché de cette manière-là. D'ailleurs, c'est Vladimir Zelensky qui voyait ça d'un bon œil que Donald Trump soit là pour engager des relations de négociation et un processus de paix avec la Russie. En ce qui concerne Taïwan, voilà, on est dans la caricature, mais je pense qu'encore une fois, Taïwan reste un allié stratégique pour les États-Unis et qui explique qu'évidemment, ils seront en mesure, et d'ailleurs, ils réarticulent tout leur dispositif dans cette zone Pacifique et mer de Chine. Donc, il y a une volonté de pouvoir faire face et de justement limiter les différents fronts, c'est-à-dire que ces différents conflits qui ont éclaté sous l'administration Biden ont lieu d'être résorbés de manière à pouvoir vraiment peser face à d'autres menaces, notamment vis-à-vis de Taïwan. Nicolas Conquer, merci beaucoup de nous avoir rendu visite aujourd'hui, puis de nous avoir livré vos impressions de cette investiture de Donald Trump. On a pu comprendre un peu mieux ce qui est en train de se dessiner, qui est en train de se passer, qui va nous affecter d'une façon et d'une autre. On va voir comment l'Europe va réagir. Voilà. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu. Et je vous dis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Puis d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à tous. À bientôt.